J'étais là, plaqué contre le mur froid et un peu crasseux du café des voyageurs, mon bras tordu dans le dos par ce type tranquille, Julien. Ça faisait quoi, 3 secondes? 5 tout au plus. Il venait de me maîtriser sans un mot, sans forcer. La colère et l'adrondement se mélangeaient en moi, me serrant la gorge. Ce n'était pas le scénario que j'avais imaginé en rentrant ce matin-là. Pas du tout. Comment était-ce possible que tout le monde me regarde avec cette expression de stupeur et que lui, Julien, me tienne si facilement, si calmement? Plus tôt, il n'y avait que le bruit du percolateur, un léger frémissement, presque musical. Une routine que j'adorais, surtout le samedi. Le café des voyageurs à Annecy, mon petit refuge. J'avais choisi ma table, comme toujours, adossée au mur, une position qui me permettait de voir tout le monde entrer et sortir, chaque visage, chaque geste. Vieille habitude, me dis-je souvent, une relique d'un temps où chaque détail comptait, où la vigilance était une seconde nature. Mon café noir fumait dans la tasse entre mes mains, mes jeans usés, mon Henley gris un peu passé, rien chez moi n'invitait à la conversation. J'avais 44 ans, le corps sec, musclé, sans ostentation. Personne ne me prêtait attention, à moins de savoir où chercher. Ma montre, celle que ma femme, Marie, m'avait offerte juste avant que tout ne bascule, n'était pas celle qu'on achète en centre commercial. C'était une militaire, pleine de rayures, fidèle compagne de mes années de service. Je ne lisais pas, je ne scoulais pas sur mon téléphone. J'étais juste là, présent, conscient de chaque mouvement, sans avoir l'air de rien remarquer. J'aimais cet endroit, son café fort, ses viennoiseries venues de la boulangerie voisine. C'était mon havre de paix matinal, un endroit où je pouvais respirer, où je pouvais presque oublier, l'espace d'un instant, que le monde avait exigé de moi tout ce que j'avais et que j'avais tout donné, sans hésitation. Mon téléphone avait vibré sur la table. Un message de Sophie. Ma fille, 12 ans, mais déjà une petite femme. Ces messages étaient toujours courts, précis, pleins d'affection. Oublie pas, 15h15, sortie d'école. Je t'aime, papa. J'avais tapé la réponse d'une seule main, mes yeux scrutant toujours la pièce, par automatisme. J'oublie jamais ma puce. Je t'aime aussi. Je l'avais posée et regardé la rue calme par la fenêtre. Sophie, c'était ma raison d'être, mon ancre, la raison pour laquelle j'avais tout quitté. Sa mère, Marie, nous avait quittés quand Sophie avait 6 ans. Un cancer fulgurant, brutal. J'étais en mission, loin, trop loin. Quand je suis rentré, les médecins parlaient déjà de moi, plus d'années. J'étais resté à son chevet jusqu'à la fin, tenant sa main quand elle avait rendu son dernier souffle. 3 semaines après l'enterrement, j'ai démissionné de l'armée. Personne n'avait argumenté. Ils avaient compris. Cessons de service, des déploiements dans des endroits dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Je suis parti sans un regard en arrière. Élever ma fille seule était plus important que tout ce que j'avais pu faire en uniforme. Et c'était dur. Plus dur que Fallujah, plus dur que Kandahar, plus dur que n'importe quelle mission. Il n'y avait pas d'objectif clair quand on est un père célibataire. Pas d'équipe sur laquelle s'appuyer, pas de renfort. Juste moi et une petite fille qui pleurait au milieu de la nuit, posant des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais j'ai appris, je me suis adapté. C'est ce que font les soldats, d'après tout. Je suis devenu le genre de père qui tresse les cheveux avant l'école et qui connaît le nom de tous de ses amis. J'allais à tous ces matchs de foot, même épuisé après des doubles postes. Je lisais des histoires le soir jusqu'à ce que ma voix lâche, et puis encore un peu parce qu'elle le demandait. Maintenant, elle avait 12 ans, l'esprit vif, pleine de vie. Elle était chez Léa, sa meilleure amie, à regarder des dessins animés, à rire de choses que seuls les enfants de cet âge trouvaient drôles. Elle ne savait pas ce que son père avait fait avant sa naissance symptomeuse. Elle savait que j'avais été dans l'armée, que j'avais voyagé dans des endroits dangereux, qu'il y a des choses dont je ne parle pas. C'était suffisant,
Elle n'avait pas besoin de connaître le reste. Elle n'avait pas besoin de voir la violence qui sommeillait en moi, prête à surgir. Le café avait commencé à se remplir. C'était samedi, après tout. Des familles avec leurs poussettes, des étudiants étalant leurs ordinateurs portables. La file d'attente s'allongeait au comptoir. Le niveau sonore montait, les voix se chevauchaient, la machine à expresso sifflait. Ça ne me dérangeait pas. J'avais appris à filtrer les sons, à séparer ce qui comptait de ce qui ne comptait pas, une compétence qui m'avait tenu en vie en zone de guerre. Maintenant, ça m'aidait juste à savourer mon café en paix. J'avais fini ma tasse et je réfléchissais à en prendre une autre. C'est à ce moment-là que Pierre est entré. Je l'avais reconnu immédiatement. Tout le monde le connaissait ici. Il s'assurait qu'on le reconnaisse. Grand, large d'épaules, la fin de la trentaine. Il portait une veste en cuir, bien que ce ne soit pas la saison. Il se déplaçait comme si le café lui appartenait, bruyant, arrogant, le genre de personne qui pense que le monde lui doit de l'espace et de l'attention, simplement parce qu'il le demande. Pierre avait l'habitude de pousser les limites. Il doublait dans la file sans s'excuser. Il parlait par-dessus les autres, comme si leurs mots n'avaient aucune importance. Il faisait des blagues aux dépens d'autrui et s'attendait à ce qu'on rie. La plupart des gens le faisaient. C'était plus facile que la confrontation, plus facile que de faire une scène. Je l'avais déjà vu. Je l'avais vu traiter le personnel du café, méprisant et exigeant. La façon dont il se penchait trop près des femmes, envahissant leur espace comme si ça lui appartenait. La façon dont il se mettait au centre de chaque pièce où il entrait, que quelqu'un le veuille ou non. J'étais resté en dehors de tout ça. Ce n'était pas mon affaire. J'étais juste là pour mon café. Pierre était passé devant le comptoir sans commander. Il scannait la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Son regard s'était posé sur moi, dans mon coin. Quelque chose avait changé dans son expression. Peut-être l'ennui, peut-être le besoin de prouver quelque chose. Peut-être qu'il n'aimait juste pas ma façon d'être assis si tranquillement, si contenu, si visiblement pas impressionné par tout ce qui l'entourait. Je n'avais pas détourné le regard. J'avais juste croisé son regard et l'avais maintenu une seconde avant de revenir à ma tasse vide. Un message clair. Je te vois, je ne suis pas intéressé. Pierre avait changé de direction. Il avait marché droit vers ma table. Son pas était délibéré, confiant, la démarche d'un homme qui n'avait jamais vraiment subi les conséquences de ses actes. Il s'était faufilé entre les tables sans s'excuser. Une femme avec un ordinateur portable avait dû rentrer sa chaise pour le laisser passer. Elle n'avait rien dit. Pierre ne l'avait même pas remarqué. Je l'avais vu venir. Je n'avais pas bougé. J'étais resté parfaitement immobile, les mains sur la table, ma respiration régulière. Je savais ce qui allait se passer. J'avais déjà vu des hommes comme Pierre, des hommes qui confondaient le silence avec la faiblesse, des hommes qui avaient besoin de dominer parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Pierre avait atteint ma table. Il ne s'était pas arrêté. Il avait tourné son corps à la dernière seconde et avait claqué sa hanche contre le coin de la table, fort et intentionnellement. L'impact avait fait vaciller la table. Ma tasse s'était renversée. Le café avait éclaboussé la surface et dégoulinait sur mes genoux. Le liquide était encore chaud. Il avait traversé le denim, se répandant sur ma cuisse. Pierre avait reculé et avait regardé le désordre qu'il avait créé. Il avait souri. Ce n'était pas un sourire d'excuse ou d'embarras. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de faire exactement ce qu'il voulait faire. « Oh là !» avait dit Pierre, sa voix portant à travers le café. « Mon mauvais mec, je t'avais pas vu là. » Le mensonge était flagrant. Tout le monde à moins de 3 mètres avait vu ce qui s'était passé. Pierre avait marché droit dans la table. Il n'y avait eu aucun accident, aucune erreur, juste un homme qui testait un autre homme pour voir ce qu'il ferait. J'avais baissé les yeux sur le café qui s'étalait sur mon jean. J'avais regardé la flaque qui se formait sur le sol, puis j'avais levé les yeux vers Pierre. Je n'avais pas parlé, j'avais juste attendu.
Le sourire de Pierre s'était élargi. Il avait balayé la pièce du regard, se nourrissant de l'attention. Quelques personnes regardaient maintenant. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres curieux, comme s'ils attendaient un spectacle. Un homme près de la fenêtre avait son téléphone à la main, probablement prêt à enregistrer la suite. « Tu devrais peut-être nettoyer ça », avait dit Pierre. Il n'avait fait aucun mouvement pour aider, aucun mouvement pour partir. Il était juste resté là, observant, attendant une réaction. J'avais senti quelque chose se crisper dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était ce qui venait avant la colère. La froide évaluation de savoir si une situation valait le coup d'une riposte. J'avais pensé à Sophie. J'avais pensé à la promesse que je m'étais faite quand sa mère était morte. Je serais là pour ma fille. Je resterais à l'écart des ennuis. Je ne laisserais pas de vieux instincts me tirer dans des endroits où je ne pouvais pas me permettre d'aller. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un inconnu qui me bousculait accidentellement. Ce n'était pas un malentendu qu'on pouvait dissiper avec un rire. C'était délibéré, public, un défi enveloppé dans une fausse excuse. Et si je ne faisais rien, Pierre le ferait encore à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui ne pourrait pas gérer ça comme moi. J'avais fui bien des bagarres dans ma vie. J'avais ravalé ma fierté. J'avais appris qu'être un bon père signifiait parfois être le plus sage, même quand ça faisait mal, même quand chaque fibre de mon être voulait répondre avec la violence pour laquelle j'avais été formé. Mais il y avait une limite. Il y avait toujours une limite entre maintenir la paix et se laisser manquer de respect devant une salle pleine d'étrangers, entre tendre l'autre joue et devenir un paillasson. Pierre venait de franchir cette ligne. Je m'étais levé lentement, précautionneusement. Je n'avais pas essuyé le café de mon jean. Je n'avais pas cherché de serviette. Je m'étais juste dressé de toute ma hauteur et avais regardé Pierre droit dans les yeux. Je n'étais pas aussi grand que Pierre, pas aussi large, mais quelque chose dans ma posture avait fait que Pierre avait reculé d'un demi-pas avant de se reprendre. Il y avait en moi une quiétude que la plupart des gens ne développaient jamais, un équilibre qui venait d'une certitude absolue de qui j'étais et de ce dont j'étais capable. Le café s'était tu. Les conversations ne s'étaient pas arrêtées d'un coup. Elles s'étaient estompées une par une, alors que les gens remarquaient l'attention. Les deux hommes se faisant face dans le coin. Même la machine à expresso semblait faire une pause. « Tu dois t'en aller », avais-je dit. Ma voix était basse, maîtrisée, chaque mot délibéré. Pierre avait cligné des yeux. Il s'attendait à de la colère. Peut-être des cris, peut-être une poussée à laquelle il pourrait répondre. Il ne s'était pas attendu à ça. Le calme, la certitude, l'absence totale de peur. Il s'était vite repris, forçant un rire et balayant la pièce du regard pour trouver du soutien. « Ou quoi ?» avait-il dit, écartant les bras comme s'il invitait les applaudissements. « Tu vas m'y forcer ?» Je n'avais pas répondu. J'avais juste attendu. Mes mains étaient restées le long de mes côtés, souples et détendues. Mon poids restait équilibré, centré. Je n'étais pas menaçant. Je n'étais pas agressif. J'étais simplement présent, inébranlable, un mur que Pierre ne s'attendait pas à rencontrer. Le choix était celui de Pierre maintenant. Il pouvait s'en aller. Il pouvait désamorcer la situation. Il pouvait en rire et me laisser tranquille. Mais les hommes comme Pierre ne s'en vont pas. Pas quand les gens regardent. Pas quand s'en aller ressemble à une défaite. Pierre s'était rapproché. Il avait envahi l'espace entre nous jusqu'à ce que nos poitrines soient presque collées. Assez près pour que je sente son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus âpre. Peut-être du bourbon, peut-être du whisky. Boire en journée expliquerait beaucoup de choses sur le comportement de Pierre. Je n'avais pas bougé, je n'avais pas oscillé. J'étais resté exactement là où j'étais et j'avais regardé Pierre avec le genre de patience qui vient de savoir comment ça allait finir. J'avais été dans de pires situations avec de pires hommes dans de pires endroits. Ceci était un café, un samedi matin. Ce n'était pas Fallujah. Ce n'était pas Kandahar.
C'était juste un homme qui n'avait jamais appris la différence entre la force et l'intimidation. T'es sourd ou quoi? Avait dit Pierre, plus fort maintenant, jouant pour l'audience. Je t'ai posé une question. J'avais laissé la question flotter dans l'air. Je comptais dans ma tête, non pas de colère, mais par entraînement. Je mesurais les distances, calculais les angles, identifiais les issues. C'était une mémoire musculaire automatique, le genre de choses qui se produisaient sans pensée consciente. Quand une situation passait de mal à l'aise à potentiellement dangereuse, mon esprit était retourné vers Sophie. Elle devait être chez Léa en ce moment, en sécurité, heureuse, complètement inconsciente que son père se tenait dans un café face à un harceleur éméché qui voulait prouver quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'un père arrêté pour s'être battue en public. Elle n'avait pas besoin d'un père qui laissait sa fierté l'emporter sur son jugement. Elle avait besoin d'un père qui la ramenait à 15h15, qui préparait le dîner, qui l'aidait avec ses devoirs, qui était là. « Excuse-toi et pars », avais-je dit. Ma voix était plus douce cette fois. Plus douce, mais d'une certaine manière plus dure. C'est la dernière fois que je te le dis. Les mots avaient atterri comme des pierres jetées dans l'eau immobile. Pierre avait cligné des yeux à nouveau. Son sourire avait vacillé pendant une demi-seconde avant qu'il ne le force à revenir en place. Il avait regardé autour de la pièce. Plus de gens regardaient maintenant. L'étudiant près de la fenêtre avait son téléphone levé. La caméra était pointée directement sur nous. Pierre l'avait vu. Il s'en était nourri. Il s'était retourné vers moi et avait ri. « Tu te prends pour un dur ?» avait dit Pierre. Il s'était penché d'1 centimètre de plus, son souffle chaud sur mon visage. « Tu crois que t'asseoir dans ton petit coin te rend spécial ?» Mon expression n'avait pas changé. Je lisais Pierre maintenant. La façon dont il se tenait, la façon dont il distribuait son poids, la façon dont sa main droite se serrait continuellement en un point lâche. Pierre se montait la tête, prenait de l'élan, se convainquant que tout ce qui allait suivre était justifié. L'air dans le café avait complètement changé. Les conversations s'étaient tues. Tout le monde regardait maintenant. Marie, la jeune barista derrière le comptoir, était figée, une pichet de lait moussé dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle semblait vouloir appeler quelqu'un, mais ne savait pas qui. Un homme plus âgé près de la porte s'était levé. Il avait la soixantaine avec une barbe grise et une chemise à carreaux. Il avait fait un pas vers nous, puis s'était arrêté quand sa femme lui avait saisi le bras et avait secoué la tête. Il s'était rassis. Personne d'autre n'avait bougé. Personne n'était intervenu. Il se contentait de regarder, voulant voir ce qui allait se passer, mais ne voulant pas en faire partie. Pierre avait remarqué l'attention. Cela l'avait nourri. Il s'était redressé légèrement et avait haussé la voix d'un cran. « Tu sais quel est ton problème ?» avait-il dit. Il faisait son numéro maintenant, jouant pour la salle. « Tu crois que tu peux juste t'asseoir là et ignorer les gens? Tu te crois meilleur que tout le monde. » Je l'avais laissé parler. Les mots n'étaient que du bruit. Ils n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était ce qui venait d'après les mots. Ce qui importait, c'était le moment où Pierre déciderait que parler ne suffisait pas. Ce moment arrivait. Je le sentais monter. Je le voyais dans la tension de ses épaules, dans l'accélération de sa respiration, dans la façon dont ses yeux jetaient d'un coup d'œil à ma poitrine comme s'il choisissait une cible. Moment, il faut que je fasse une pause. C'est fou, hein? On se retrouve dans des situations tellement absurdes, parfois. Un type qui cherche la bagarre dans un café un samedi matin, devant des familles et des étudiants. Comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour chercher les ennuis. J'avais quitté l'armée, je m'étais promis la paix, un semblant de normalité pour ma fille. Et voilà que le passé, ou du moins ce qui en était la conséquence, venait me frapper en pleine figure. Qu'est-ce que je pouvais faire? Le laisser faire? Me rappeler tout ce que j'avais appris, toutes ces années à désarmer des situations, à gérer la violence? C'était ça le dilemme aussi. Est-ce que ce genre de combat en valait la peine? Pour un jean sale? Non. Pour l'exemple? Peut-être.
Pour ma propre intégrité, ce qui restait de l'homme que j'étais, assurément. C'est une drôle de chose, cette fidélité à soi-même, surtout quand elle vient se heurter à la nécessité de se taire, de s'effacer. Enfin bref, revenons à nos moutons. La main droite de Pierre était montée vite. Il avait poussé mon épaule avec le talon de sa paume. Pas un coup de poing. Pas encore. Juste un test, une provocation, une invitation à l'escalade. J'avais absorbé l'impact. Mon corps avait reculé légèrement, puis s'était stabilisé. Je n'avais pas riposté. Je n'avais pas saisi le poignet de Pierre. J'étais juste resté là, laissant le moment respirer. Marie avait maintenant son téléphone pressé contre l'oreille. Je pouvais voir ses lèvres bouger, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Probablement qu'elle appelait la police. Bien, qu'ils viennent, qu'ils règlent ça. Je pouvais attendre. J'étais bon pour attendre. Mais Pierre n'était pas bon pour attendre. La poussée n'avait pas obtenu la réaction qu'il voulait. Je n'avais pas riposté, n'avais même pas cilié. Cela faisait paraître Pierre faible, comme s'il s'en prenait à quelqu'un qui ne se défendrait pas. Ce n'était pas l'histoire que Pierre voulait raconter. Il avait besoin de résistance. Il avait besoin d'un combat. Il avait besoin que je lui donne une excuse. Pierre avait poussé à nouveau, plus fort cette fois. Les deux mains contre ma poitrine. La force était réelle, agressive, destinée à me projeter contre le mur. Je m'étais déplacé avec l'impact. J'avais fait 2 pas en arrière et avais utilisé l'élan pour créer de la distance. Mon dos avait touché le mur derrière moi. Je m'étais arrêté. J'étais resté debout. J'avais attendu. « Allez !» avait crié Pierre. Son visage était rouge maintenant. De la salive volait de sa bouche à chaque mot. « Fais quelque chose. Frappe-moi. Je sais que tu en as envie. » Je n'en avais pas envie. C'était la chose que Pierre ne pouvait pas comprendre. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin de gagner. Je n'avais pas besoin d'établir ma domination ou de sauver la face ou de jouer pour la foule. J'avais déjà gagné plus de combats que Pierre n'en connaîtrait jamais. J'avais survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des hommes. Je n'avais plus rien à prouver à personne, surtout pas à un harceleur ivre dans un café. Mais Pierre n'en avait pas fini. Il ne pouvait pas en finir. Pas tant que les gens regardaient, pas tant que les téléphones enregistraient. Il s'était engagé maintenant. Il avait poussé trop loin pour reculer. Sa fierté ne le laisserait pas faire. Son ego ne le laisserait pas faire. Alors, il avait fait le choix que j'avais su qu'il ferait depuis le début. Pierre avait lancé un coup de poing. Il venait de son côté droit. Un large crochet, lent, visant ma mâchoire. Le genre de coup de poing que quelqu'un lançait sans entraînement. Quand il n'avait jamais affronté quelqu'un qui savait se battre. Je l'avais vu venir d'1 kilomètre. J'avais eu le temps de penser, le temps de choisir, le temps de décider comment ça allait finir. J'aurais pu esquiver, laisser le coup passer au-dessus de ma tête, laisser Pierre trébucher en avant, déséquilibré, et partir pendant qu'il se rétablissait. Mais ça n'arrêterait pas ça. Pierre reviendrait, intensifierait encore, finirait par blesser quelqu'un. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas moi, mais quelqu'un. Alors j'avais bougé. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas tape à l'œil. C'était juste précis. J'avais déporté mon poids sur mon pied gauche et tourné mes épaules. Je m'étais glissé à l'intérieur de la garde de Pierre, alors que le coup de poing traversait l'air vide où ma tête avait été une fraction de seconde auparavant. Ma main gauche était montée et avait attrapé le poignet étendu de Pierre. Ma main droite s'était verrouillée sur son coude. Des prises de contrôle de base, celles enseignées dans chaque cours de combat militaire. Celles qui fonctionnaient parce qu'elles reposaient sur l'effet de levier et l'anatomie plutôt que sur la force brute. J'avais fait pivoter le bras de Pierre. Pas fort, pas vite, juste fermement et de manière contrôlée. Le corps de Pierre avait suivi le mouvement parce qu'il n'avait pas le choix. L'articulation de l'épaule ne bougeait que dans certaines directions. Si tu résistais, quelque chose se déchirait. Si tu suivais, tu restais intact. Le cerveau de Pierre avait compris ça,
même si sa fierté ne le voulait pas. En 3 secondes chrono, Pierre faisait face au mur. Son bras droit était immobilisé derrière son dos, à un angle qui rendait tout mouvement impossible. Sa main gauche était pressée à plat contre la brique. Je me tenais derrière lui, proche, contrôlant l'angle, contrôlant la pression. Assez pour le tenir, pas assez pour blesser. Pierre se débattait, ses muscles se tendaient alors qu'il essayait de repousser, d'essayer de se libérer. J'avais ajusté. De petits mouvements, de minuscules changements de pression qui semblaient sans effort, mais qui étaient le produit de milliers d'heures d'entraînement, de combats réels où les erreurs coûtaient des vies. De l'extérieur, on aurait dit que je ne faisais aucun effort. « Arrête de bouger », avais-je dit. Ma voix était calme, presque douce. « Tu vas te faire mal. » Pierre ne s'était pas arrêté. Il avait secoué son épaule, avait essayé de donner un coup de coude avec son bras libre. J'avais augmenté la pression juste assez pour le figer sur place. Pas assez pour disloquer quoi que ce soit, juste assez pour envoyer un message très clair. Continue à te battre, et ça va empirer. Le café était absolument silencieux. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Marie était restée derrière le comptoir, son téléphone toujours pressé contre son oreille, la bouche légèrement ouverte. L'étudiant près de la fenêtre avait baissé son téléphone. Son visage était pâle. L'homme plus âgé en chemise à carreaux était assis, la bouche ouverte. Sa femme avait la main sur le cœur. Personne ne s'était attendu à ça. Il s'était attendu à une bagarre, des cris, des coups désordonnés, peut-être des meubles cassés. Il ne s'était pas attendu à de l'efficacité, du contrôle. Un homme qui bougeait comme si la violence était une langue qu'il parlait depuis si longtemps qu'elle ne nécessitait aucune pensée, aucun effort, aucune émotion. Je tenais Pierre contre le mur et j'attendais. J'attendais que le combat se vide de lui. J'attendais que la réalité le rattrape. J'attendais le moment où Pierre comprendrait qu'il avait commis une très grave erreur sur le tranquille homme du coin. Voici ce que Marie, la barista, m'a raconté plus tard, quand on a reparlé de ce jour-là. Pour elle, les choses se sont déroulées en flou, une scène irréelle. Elle disait que Pierre, ce type bruyant qu'elle détestait servir, avait semblé, dégonflé d'un coup. Elle m'avait vu bouger, mais c'était si rapide, si fluide, qu'elle n'avait pas vraiment compris ce qui s'était passé. Un instant, Pierre était là, menaçant. L'instant d'après, il était juste un pantin contre le mur. Elle avait eu peur, oui, surtout pour moi au début, puis pour Pierre, se demandant si j'allais lui faire mal. Mais en me voyant, si calme, si maître de la situation, une sorte de respect s'était mélangé à sa peur. Elle avait eu le téléphone à l'oreille. Oui, mais sans vraiment savoir à qui parler, ni quoi dire. C'était comme si une force invisible avait pris le contrôle, et que tout ce qu'elle pouvait faire était d'observer, la gorge nouée. C'est bizarre, non? De voir une scène que tu vis d'une manière si différente à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pierre avait arrêté de se débattre. Le combat s'était vidé de lui d'un coup, comme l'air s'échappant d'un ballon percé. Ses muscles s'étaient relâchés. Sa respiration était devenue saccadée. La bravade avait disparu. La performance était terminée. J'avais senti le changement humain. J'avais senti le moment où la résistance était devenue de la docilité. J'avais maintenu la position pendant 3 secondes de plus, juste assez longtemps pour être absolument sûr. Puis j'avais relâché la pression et reculé. Pierre s'était retourné lentement. Son visage était rouge. Ses yeux étaient grands. Il m'avait regardé comme s'il me voyait pour la première fois, comme si les 30 dernières secondes avaient réécrit tout ce qu'il pensait savoir du monde. Il avait ouvert la bouche, avait fait je l'avais refermée, l'avais rouverte. Aucun mot n'était sorti. J'avais mis de la distance entre nous. 2 pas, puis 3. Je m'étais déplacé sur le côté afin de ne pas le bloquer contre le mur, lui donnant de l'espace, lui donnant une issue. Ma posture était délibérée et non menaçante. Mes mains pendaient souplement le long de mes côtés. Mon poids était centré.
Je ne le poursuivais pas, ne le pressais pas. Je me contentais de maintenir la limite que j'avais fixée. Les sirènes avaient percé le silence, faibles au début, puis plus fortes, se rapprochant. La tête de Pierre avait tourné vers le son. La panique avait éclaté sur son visage. Il m'avait regardé, avait regardé la porte, puis m'avait regardé à nouveau. J'avais secoué la tête une fois. Un petit mouvement, un message clair. Ne cours pas. Pierre était resté là où il était. 2 voitures de police s'étaient arrêtées devant, gyrophares clignotant. 4 officiers étaient entrés par la porte, se déplaçant avec le genre de vitesse prudente qui disait qu'on leur avait dit qu'il y avait une bagarre en cours, que quelqu'un pourrait être blessé, que la situation pourrait encore s'aggraver. Le premier officier à traverser la porte était jeune, fin vingtaine, avec des cheveux blonds tirés en arrière. Sa main reposait sur sa ceinture près de sa radio. Ses yeux avaient balayé la pièce, observant la foule, les téléphones, les 2 hommes debout près du mur du fond. Le deuxième officier était plus âgé, 50, peut-être 55 ans, les tempes grises, un visage buriné qui avait vu trop d'appels du samedi matin comme celui-ci. Son nom de badge, inspecteur Dubois. Il se déplaçait plus lentement que sa partenaire, plus délibérément. Son regard m'avait trouvé en premier et y était resté. Quelque chose était passé sur son visage. De la reconnaissance peut-être, ou de la curiosité. Il avait dit quelque chose doucement à la jeune officière. Elle avait hoché la tête et s'était dirigée vers Pierre. L'inspecteur Dubois avait marché vers moi. Sa posture était détendue mais alerte. La démarche de quelqu'un qui avait fait ça assez de fois pour savoir que les hypothèses pouvaient te blesser. Il s'était arrêté à quelques pas, assez près pour parler, assez loin pour réagir si besoin. « Vous voulez me dire ce qui s'est passé ici ?» avait demandé Dubois. Sa voix était calme. J'avais croisé son regard directement. Je n'avais pas détourné les yeux, ne m'étais pas agité, ne m'étais pas précipité pour m'expliquer ou me défendre. J'étais juste resté là, laissant l'officier m'évaluer. C'était la même chose que j'avais faite depuis que Pierre était entré dans le café. Lire, mesurer, attendre. Il a renversé ma table, avais-je dit. J'avais désigné la table d'angle, où le café renversé stagnait encore à la surface et dégoulinait sur le sol délibérément. Ensuite, il a essayé de me frapper. Dubois avait regardé la table, avait regardé la tache sur mon jean, avait regardé mon visage. Ses yeux s'étaient posés brièvement sur la montre à mon poignet. Modèle militaire standard. Le genre qu'on ne peut pas acheter dans les magasins. Le genre qu'on gagne. L'expression de Dubois avait légèrement changé. Pas beaucoup, juste assez. « Et qu'avez-vous fait ?» avait demandé Dubois. « Je l'ai maîtrisé », avais-je dit simplement. Je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas blessé, je l'ai juste retenu jusqu'à ce qu'il s'arrête. Dubois avait regardé par-dessus son épaule. La jeune officière avait Pierre contre un autre mur maintenant. Position différente, mais la même posture de défaite. Elle leur parlait à voix basse, prenant son identité. Pierre coopérait. Il ressemblait à un ballon qui avait perdu tout son air. Marie était apparue à l'épaule de Dubois. Elle avait toujours son téléphone à la main. Sa voix tremblait légèrement quand elle avait parlé. « C'est vrai », avait-elle dit. Elle avait pointé Pierre du doigt. Ce type est entré et lui est allé droit dessus. Elle m'avait désigné. Elle renversait sa table exprès et commençait à le pousser. Tout le monde l'a vu. L'homme plus âgé en chemise à carreaux s'était levé et s'était approché. Sa femme avait lâché son bras cette fois. « Elle a raison », avait-il dit. Sa voix était rauque à cause d'une vie de cigarette ou de travail acharné, ou des deux. Le grand costaud a commencé. Celui-ci ici s'est juste défendu, n'a pas fait plus que nécessaire. Dubois m'avait regardé à nouveau, vraiment regardé cette fois. Il avait observé ma façon de me tenir, la façon dont je me comportais, la façon dont mes yeux suivaient les mouvements sans que ma tête ne tourne, la montre, les vêtements usés, la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. « Vous êtes ancien militaire ?» avait demandé Dubois.
Ce n'était pas vraiment une question. C'était une confirmation. J'avais hoché la tête une fois. Quelle branche? Armée de terre. Combien de temps? 16 ans. Dubois avait attendu. Comme je n'avais pas offert plus, il n'avait pas insisté. Il avait juste hoché la tête comme s'il avait obtenu exactement la réponse qu'il attendait. Il s'était tourné vers sa partenaire et avait fait un petit signal de la main. Elle avait hoché la tête en retour et avait commencé à emmener Pierre vers la porte. « Je suis arrêté ?» La voix de Pierre s'était brisée sur le dernier mot. Il avait juste l'air effrayé. « Vous êtes expulsé pour trouble à l'ordre public », avait dit la jeune officière d'une voix égale. « On discutera dehors. » Pierre m'avait regardé une dernière fois. Son expression était complexe. Peur, embarras, peut-être quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Il n'avait rien dit. Il s'était juste retourné et était sorti, la main de l'officière sur son coude. Dubois les avait regardés partir, puis il s'était tourné vers moi. « Vous voulez porter plainte ?» avait-il demandé. J'avais secoué la tête. « Vous voulez qu'un rapport soit déposé ?» Un autre hochement de tête. « Vous êtes sûr? On a des témoins. On a probablement une vidéo. » Dubois avait jeté un coup d'œil à l'étudiant qui tenait toujours son téléphone. « On pourrait monter un dossier si vous vouliez. »« Je suis sûr, » avais-je dit. « Je veux juste rentrer chez moi. » Dubois m'avait étudié un long moment. Puis il avait sorti une carte de sa poche et me l'avait tendue. « Si vous changez d'avis, » avait-il dit, « ou si ce type revient, vous m'appelez. » J'avais pris la carte et l'avais glissée dans ma poche arrière sans la regarder. Dubois avait tendu la main. Je l'avais serrée. La poigne était ferme. Un respect mutuel entre deux hommes qui avaient tous deux vu des choses dont ils ne parlaient pas. « Merci pour votre service, » avait dit Dubois doucement. Puis, plus fort, à la salle. « Tous ceux qui ont enregistré une vidéo de cet incident, je vous demande de la supprimer immédiatement. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas du contenu. Quelqu'un aurait pu être gravement blessé. » L'étudiant avait baissé les yeux sur son téléphone. Il avait tapé sur l'écran quelques fois et l'avait levé pour montrer à Dubois. La vidéo avait disparu. Quelques autres personnes autour du café avaient fait de même, supprimant, confirmant. Dubois avait hoché la tête en signe d'appréciation. Il m'avait regardé une dernière fois, avait légèrement incliné la tête en signe de reconnaissance, puis était sorti. La porte s'était refermée derrière lui. Les lumières des voitures de police s'étaient estompées alors qu'elles s'éloignaient. Le café avait expiré. Les conversations avaient repris, doucement au début, puis plus fort. Les chiens étaient revenus à leur café, à leurs ordinateurs portables, à leur samedi matin, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une qualité différente dans l'air maintenant. Une leçon que personne n'avait demandée, mais que tout le monde avait reçue. Marie était venue avec une serviette. Elle me l'avait tendue sans rien dire. Je l'avais prise, avait essuyé le café de la table et avait jeté la serviette à la poubelle. J'avais regardé ma montre. 11:07. J'avais des heures avant de devoir aller chercher Sophie, mais je ne voulais plus rester ici. Je ne voulais pas être regardé. Je ne voulais pas de questions. J'avais marché jusqu'au comptoir. Marie était de nouveau derrière. Ses mains étaient plus stables qu'avant. « Combien pour le café ?» avais-je demandé. Elle avait secoué la tête. « C'est offert. Je préférerais payer. » Elle m'avait regardé, vraiment regardé, puis elle avait hoché la tête, comprenant que j'avais besoin que cela semble normal. 3,50 €. J'avais sorti mon portefeuille, lui avait donné un billet de 5 et lui avait dit de garder la monnaie. Elle avait souri, petit mais sincère. « Merci, » avait-elle dit, « de ne pas avoir aggravé les choses. » Je n'avais pas répondu. J'avais juste hoché la tête et m'étais tourné vers la porte. L'homme plus âgé en chemise à carreaux avait croisé mon regard alors que je passais. Il avait légèrement levé sa tasse de café, un salut, un geste de respect d'un homme à un autre. J'avais rendu le hochement de tête et avais continué à marcher. Dehors, l'air était frais et propre. Début de printemps en Haute-Savoie,
Le soleil était vif, mais pas encore chaud. J'avais marché jusqu'à mon camion, j'étais monté et m'étais assis au volant un instant, regardant le café à travers le pare-brise. Les gens étaient toujours à l'intérieur, buvant toujours du café, vivant toujours leur vie. Le moment était passé, Pierre était parti, la police était partie, tout revenait à la normale. Sauf que ce n'était pas vraiment normal, plus maintenant, parce que maintenant, tout le monde dans ce café savait quelque chose qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils savaient que le silence n'était pas de la faiblesse, que la quiétude n'était pas de la soumission, que la vraie force n'était pas de dominer les autres, c'était de se contrôler, de choisir de ne pas faire de mal même quand on en avait tout le droit, d'être le genre d'homme qui pouvait mettre fin à un combat dans 3 secondes, mais qui choisissait la retenue à la place. J'avais démarré le moteur. J'étais sorti du parking et avais roulé vers la maison. Je prendrais une douche, changerais mon jean, préparerais peut-être quelque chose à manger, regarderais une émission sans intérêt à la télévision pendant quelques heures. Et à 15h15, je serais garé devant l'école de Sophie, à attendre comme je le serais toujours, parce que c'était ça qui comptait. Pas ce qui s'était passé dans un café. Pas un harceleur éméché qui avait appris une dure leçon sur les querelles avec des inconnus. Pas la façon dont mon entraînement était revenu si facilement, comme une mémoire musculaire qui ne disparaissait jamais vraiment. Ce qui comptait, c'était d'être là. Pour la seule personne qui avait besoin que je sois là, pour la petite fille qui avait déjà perdu sa mère et qui méritait un père qui se présentait à chaque fois, quoi qu'il arrive. J'avais allumé la radio et trouvé une station diffusant quelque chose de calme et de lent. De la musique country, l'ancienne, avant que tout ne devienne trop poli et commercial. Un homme chantant des petites villes et des longues routes et des choses qui comptaient vraiment dans la vie. J'avais traversé les rues calmes de ma petite ville, devant la quincaillerie où j'achetais des fournitures pour mes projets de menuiserie, devant l'école primaire où Sophie avait appris à lire, devant le cimetière où sa mère était enterrée sous une simple stèle de granit. Je ne m'étais pas arrêté au cimetière aujourd'hui. Parfois, je le faisais. Parfois, je restais là pendant des heures à parler à une femme qui ne pouvait plus répondre, lui parlant de notre fille, de la personne que Sophie devenait, de sa fierté. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste rentrer chez moi, être seul avec mes pensées, traiter ce qui s'était passé et ensuite le laisser partir, parce que c'est ce que l'on fait. On affronte la situation, on la gère et puis on passe à autre chose. J'avais appris cette leçon il y a longtemps, dans des endroits bien plus dangereux qu'un café en Haute-Savoie. J'avais appris que s'attarder sur la violence ne menait qu'à plus de violence, que la clé de la survie n'était pas seulement de savoir se battre, mais de savoir quand s'arrêter, quand s'en aller, quand laisser le moment passer et retourner à la vie que l'on avait construite. Ma maison était petite mais bien entretenue, un bungalow des années 20 que j'avais passé des années à rénover de mes propres mains. Le porche avait besoin d'être repeint. Les gouttières devaient être nettoyées. Il y avait toujours quelque chose à faire quand on possède une vieille maison. J'aimais ça. Le travail occupait mes mains et calmait mon esprit. Ça me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, outre les souvenirs qui ressurgissaient parfois sans être invités. Les visages, les sons, les choses que j'avais faites et les choses que j'avais vues faire. Je m'étais garé dans l'allée et m'étais assis un instant de plus, regardant la maison. Ma maison. Ma vie, celle que j'avais construite après que tout le reste se soit écroulé. C'était une bonne vie, tranquille, simple, loin d'être parfaite, mais suffisamment bonne. Et dans quelques heures, elle serait remplie du son de la voix de ma fille me racontant sa soirée pyjama, les films qu'elle avait regardés, le drame d'avoir 12 ans dans un monde qui semblait parfois incroyablement compliqué. J'écouterais chaque mot. Je poserais des questions. Je ferais semblant d'être intéressé par des choses qui ne m'intéressaient pas du tout parce qu'elles l'intéressaient, elle. Et c'est ce qui comptait. C'est toujours ce qui comptait. Je suis sorti du camion et j'ai monté les marches du porche. La troisième marche grinçait. Ça grinçait depuis des mois. Je voulais toujours la réparer
et j'oubliais toujours. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Il y a toujours le Tenjapa. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison était silencieuse, vide, attendant que je la remplisse des petits bruits de la vie. Le percolateur qui gargouillait, la télévision qui murmurait, le grincement des planchers sous mes pieds, alors que je me déplaçais d'une pièce à l'autre. J'ai pris une douche, mis un jean propre et une chemise fraîche, me suis fait un sandwich même si je n'avais pas vraiment faim. Je l'ai mangé debout au comptoir de la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin où la vieille balançoire de Sophie était toujours là, rouillée maintenant et inutilisée. Je devrais probablement l'enlever. Elle était trop grande pour ça, l'était depuis des années, mais chaque fois que je pensais à la démonter, je me souvenais de la petite fille qui me suppliait de la pousser plus haut. Plus haut, papa, plus haut. Certaines choses étaient plus difficiles à lâcher que d'autres. L'après-midi a passé lentement. J'ai lu un peu, regardé les nouvelles un peu, travaillé sur une armoire que je construisais pour un client, laissé mon esprit se vider et se remplir des rythmes simples de la vie ordinaire. À 14h15, je suis remonté dans mon camion et j'ai roulé jusqu'à l'école. J'étais en avance. Je suis toujours en avance. Je me suis garé à ma place habituelle, celle avec une bonne vue sur les portes d'entrée, et j'ai attendu. D'autres parents ont commencé à arriver. Des monospaces et des SUV s'engouffraient dans le parking, formant une ligne. Des mères vérifiaient leur téléphone. Des pères battaient la mesure du doigt sur le volant. Tout le monde attendait la même chose. La cloche, les portes, le flot d'enfants se déversant sous le soleil de l'après-midi. 15h15 est arrivé, la cloche a sonné, les portes se sont ouvertes, et elle était là, Sophie. 12 ans. Les yeux de sa mère et le menton têtu de son père. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval qui tombait déjà en morceaux. Elle riait de quelque chose que Léa avait dit, tout son visage s'illuminant de la joie que seuls les enfants pouvaient ressentir si complètement. Elle a repéré mon camion et a agité la main, cette grande vague enthousiaste dont elle n'avait pas encore appris à rougir. J'ai répondu de la main. Elle a dit au revoir à Léa et a couru à travers le parking, a ouvert la porte passager, est montée avec toute l'énergie maladroite d'une enfant de 12 ans qui n'avait pas encore appris à se déplacer prudemment dans le monde. « Salut, papa !» a-t-elle dit, légèrement essoufflée. « Tu es en avance. » « Je suis toujours en avance. Je sais. » Elle m'a souri, ce sourire qui faisait tout disparaître. Le café, Pierre, la façon dont la violence était revenue si facilement après toutes ces années. Rien de tout cela n'importait quand elle me souriait comme ça. « Comment s'est passée la soirée pyjama ?» ai-je demandé, en sortant du parking. « Incroyable, » a-t-elle dit, et elle a commencé à raconter en détail tout ce qui s'était passé. Les films qu'elles avaient regardés, la pizza qu'elles avaient mangée, la façon dont le petit frère de Léa n'arrêtait pas d'essayer de les espionner, les histoires de fantômes qui n'étaient même pas effrayantes, mais elles faisaient semblant d'avoir peur quand même parce que ça faisait partie du plaisir. J'ai écouté chaque mot, posé des questions au bon moment, ri quand elles s'y attendaient, laissé sa voix remplir le camion et chasser le silence qui m'avait suivi toute la journée. C'était ma vie maintenant. C'était ce qui comptait. Pas les compétences que j'avais passé 16 ans à développer, pas les choses que je pouvais faire de mes mains quand la situation l'exigeait. Juste ça, ma fille à côté de moi, la route devant nous, le miracle ordinaire d'un autre jour ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, celle qui avait tout traversé avec moi, le cadran rayé, le bracelet usé, le tic-tac régulier des secondes qui passent. 15h22. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, ce départ, cette nouvelle vie. D'autres fois, je me demande si j'ai vraiment fait le bon choix, si j'aurais dû rester là-bas, continuer à faire ce que je savais faire de mieux.
C'est compliqué, ce mélange de soulagement et de doute qui persiste. La vie avec Sophie est un cadeau, c'est certain, mais elle ne gomme pas le passé, elle le superpose. Peut-être que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin semé d'embûches et de réconciliation. N'est-ce pas toujours ainsi? Rien n'est parfait, rien n'est définitif. Mais c'est ma vie, ma vérité, et je m'accroche à ça.